Louis de Funès, c'était une joie, c'était quand on sait qu'on va avoir un gâteau d'anniversaire, un bon repas, enfin quelque chose d'agréable, quoi. Il était très drôle. Le poulet, là, les cuisses du poulet, là. C'est ni vu ni connu. La traversée de Paris. Le corneau. La grande vadrouille. Le petit baigneur. La grande vadrouille. Il nous a donné la rigolade, il nous la donne encore parce qu'on voit ses films, c'est ça qui est important. Il avait les sourcils clac-clac, il fait oh. Et là, tu prends une photo là-dessus et tu as Louis de Funès, quoi. D'une forte personnalité qui, en quelques minutes, vous emmenait dans un monde. Il n'y en a eu qu'un qui a joué la comédie comme il l'a joué et qui a été aussi loin dans tout. Et on l'a accepté. Il avait une dynamique et la sincérité, mais la vitesse d'un dessin animé. C'est un grand bonhomme, petit par la taille, mais grand par le talent. Il a passé ce mur du son et au-delà, tout est permis. Un ensemble de mimiques inépuisables, d'attitudes extravagantes et de postures bouffonnes rassemblées en un seul personnage. L'étendue du registre de Louis de Funès est impressionnante. Avec ses 1000 expressions visuelles, ses 140 films et plus de 150 millions de spectateurs en salle, Louis de Funès, depuis les années 60 et encore aujourd'hui, 30 ans après sa disparition, reste le comédien le plus populaire de l'Hexagone. Il est né la veille d'une explosion mondiale, enfin en tout cas européenne, il est né le 31 août 1914, veille de la déclaration de la guerre de 14. Et dans un univers assez peu tranquille au fond. Hein. Les parents de Funès, c'est la noblesse, la petite noblesse andalouse désargentée, avec un père Carlos qui n'est pas toujours présent, qui est malheureux en affaires, qui va être malheureux en affaires, et une mère, Léonore, qui pour le coup, elle, est très présente dans l'univers, dans l'imaginaire de son fils. Louis, racontant et montrant sa mère ayant perdu un billet de 100 balles, je suis sûr que vous êtes au spectacle. Hein. Ma mère était très comique. Un petit peu à son insu, mais quand même, était très contente quand on riait quand même. Et mon père était très comique aussi, un genre plus... Lui, c'était un comique andalou, qui s'apparente beaucoup au comique anglais. Beaucoup. Ah oui? Froid. Et ma mère, c'était une exagération totale. C'est ce que je fais en plus petit, à l'écran. Ses parents ne savent pas quoi faire de Louis. Sa mère pense à un moment donné à le faire entrer dans les ordres. Hors de question. Son père lui trouve un petit boulot chez un fourreur. Mais là encore, par sa maladresse, par le fait qu'il n'a pas envie, tout simplement, d'entrer dans ce métier, il se fait virer assez rapidement. Ça m'a permis de faire 1000 petits métiers, 1000 choses qui m'ont permis de connaître 1000 gens, 1000 personnes, 1000 attitudes, 1000 situations que je retrouve maintenant, qui sont... j'ai cette chance d'avoir ça là-dedans, c'est dans une case ici, j'ai tout presque rangé, ça vient à ma demande. Il a sûrement été très influencé par les grands acteurs du muet, les Buster Keaton, les Chaplin et les autres. Et puis il a beaucoup pris aussi d'idées et de façons de faire à Chaplin. Il a appris en fait à faire du cinéma avec ces gens-là. Peter Sellers, je sais que Fufu était fou de la Panthère Rose et fou du numéro et de combien de fois on a parlé par exemple aussi du sketch extraordinaire dans ce film de Black Edwards qui s'appelle The Party. Le sketch avec le garçon de café autour de la table qui est un pur chef-d'œuvre, un pur monument de comique pratiquement sans un mot. On sait W.C. Fields qui était un personnage comme ça qui était assez méchant. Louis a inventé quelque chose, c'est qu'il pouvait taper sur les gens et être drôle. C'est un coup du destin qui va permettre à Louis de Funès de faire ses premiers pas comme comédien. Daniel Gélin, qu'il va rencontrer dans le métro. Il lui propose une figuration salle Pleyel dans la pièce L'Amant de paille, en 1943. Puis 2 ans plus tard, en 1945, son premier petit rôle au cinéma, comme portier d'un cabaret dans La Tentation de Barbizon. Il fallait qu'il travaille, il avait une famille, donc il a accepté beaucoup de petits rôles. Dès qu'il avait bu un verre ou deux de pinard, il commençait à nous raconter ses souvenirs de pianiste de bar, ses souvenirs de galères, d'heures difficiles. Et il avait une ironie cruelle, et il avait une vision de la vie qui était assez noire. Entre la figuration et le troisième couteau, Louis de Funès ne se décourage pas. Il enchaîne les petits rôles et apprend son métier.
Piano-bar, cabaret, doublage, théâtre, publicité. Il continue sans relâche dans les années 50 sa course folle vers les studios. Il reste acteur de complément, mais arrive à s'imposer dans la profession. Il croise sur sa route metteur en scène et comédien de renom. Michel Simon, Pierre Brasseur, Louis Jouvet, Robert Lamoureux, Sacha Guitry, Fernandel et Bourvil. J'ai travaillé énormément. Toujours essayé de monter des petites marches, des petites marches, des petites marches, ne jamais rater un rendez-vous. Je n'ai rien à me reprocher au point de vue professionnel. Un moment fort dans l'ascension de Louis de Funès, c'est sa rencontre avec Robert Derry et l'équipe des Branquignoles. Dans Ah, les belles bacchantes, d'abord au théâtre puis au cinéma, il fait de son second rôle un premier. Dans sa carrière, il n'y a pas que le cinéma. Il a fait beaucoup de cabarets, beaucoup de théâtre, d'une part avec les Branquignoles. Allez, envoyez le défilé de robes. Enchaînez! 2 ans plus tard, en 1956, dans la traversée de Paris, face à ces deux monstres sacrés que sont Gabin et Bourvil, il réussit à s'imposer en 2 scènes devenues légendaires. Celle où il interprète Jambier, le boucher du marché noir. Dans la traversée de Paris, il est bien dedans, non? Alors il est là, tout, partout, il est partout. Il est partout, il t'envahit tout, tu sais pas d'où il vient, il sort, tu sais pas, mais il est là. C'est que tout d'un coup, il est arrivé, quand il a commencé à être connu, c'est qu'il avait tellement travaillé dans les petits rôles, et que, enfin, ceci dit, des petits rôles qui étaient toujours très impactants. C'est-à-dire qu'il intervenait, la traversée de Paris, il est arrivé avec Gabin, et ça, c'est une des scènes les plus marquantes du film, quoi. De Funès, il se dit, dans le meilleur des cas, je vais creuser mon sillon et je vais parvenir à une carrière tout à fait honorable de second rôle qu'on remarque, que les gens apprécient, mais qui ne dépassera pas le stade d'acteur de second plan. J'ai toujours essayer de mettre le maximum de qualité dans ce que je faisais, le maximum de trouvailles, de choses. Et ça m'a occasionné cette montée insensible. Et puis alors après, quand j'ai été au fait, là, ça m'a effrayé. Là. Mais je ne cherchais pas à aller là-haut. Je cherchais à bien faire. 1957 marque un nouveau tournant dans la carrière du comédien. Après 90 films, on lui offre enfin des rôles en tant que tête d'affiche, avec Comme un cheveu sur la soupe, de Maurice Régamet, Taxi, roulotte et corrida, d'André Hunebelle, puis Ni vu ni connu, d'Yves Robert. Ce n'est pas encore le De Funès qu'on connaît, c'est un De Funès qui se cherche. J'ai tourné avec lui ce que j'estime être son premier vrai succès cinématographique, c'est Ni vu ni connu. On a eu des fous rires. Yves Robert a fait éteindre la nuit, en tournée de nuit. Tout d'un coup, brutalement, il a fait éteindre les groupes, il a arrêté la lumière. On s'est retrouvés dans le noir, ça nous a calmés. Début des années 60. Plus Louis de Funès devient populaire, plus il gravit dans ses films l'échelle sociale. Désormais, il fait rire en incarnant l'autorité, en jouant les commissaires, gendarmes et autres directeurs. Et la bascule, il la doit à Oscar, pièce de Claude Magnier qu'il interprète brillamment au théâtre et pour laquelle il peaufine chaque soir son personnage de PDG colérique. Personnage qu'on retrouvera dans de nombreux films. J'ai créé Oscar avec Jean-Paul Belmondo et Maria Pacôme. Oui. Puis Louis devait partir en tournée avec la VAR. Il a flippé un peu avant de partir dans la VAR. Et donc, à ce moment-là, il a joué Oscar en tournée. Et Jean-Jacques Vittel a vu le triomphe absolu que faisait Louis et a rentré le spectacle sur la porte Saint-Martin où là, il a cassé la baraque. Dans Oscar, moi je suis allé voir en coulisses, il était tellement épuisé, il se donnait tellement, il était entre les scènes, il était couché par terre, il prenait des sucres pour se retaper. Il a laissé sa vie, il l'a laissé en partie sur scène. Jamais, jamais ne pas faire une représentation à fond. On est arrivé à un moment donné à avoir un tel rire avec la salle qu'on n'arrivait plus, nous, normalement, à dire le texte, sinon il aurait fallu qu'on attende trop longtemps compte tenu de la situation qui était précipitée en scène. Donc, pratiquement, on faisait des onomatopées. Puis il commence à partir dans une espèce de délire, et il s'attrape le nez, comme ça, qui devient une espèce de pâte à modeler visuelle, avec laquelle il fait, il lâche, il fait là, il le tire, il le coince. Mais on voit très très bien, on voit le nez s'allonger, comme dans un dessin animé. Hein. On voit le nez s'allonger, il le coince sous le pied, puis il fait de la contrebasse. La première fois qu'il m'a fait ça, je me suis dit, il a un trou, c'est pas possible. Il s'est arrêté de jouer. De Funès lui-même commence à imposer ses choix, commence à imposer ses règles de jeu, ses trouvailles.
Dans Pouic Pouic, on n'est pas à la recherche du vedettariat, ni les uns ni les autres. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Il y a quelque chose qui se passe. On s'amuse. Et en même temps, on sent très bien qu'on est en train de faire un film populaire. On dit, hein, pas de chantage, hein. Oh, ce cher Antoine, il danse avec ma femme, il fait la cour à ma fille, il me ruine en téléphone. T'as Louis de Funès, il est époustouflant. Il a une façon de marcher, une énergie, une façon de parler et un bonheur en même temps d'être odieux. Maintenant, foutez-moi le camp. Mais foutez-moi le camp, mais vite. Il est odieux au-delà des espérances. Donc il devient picsou, il devient avare, il devient mesquin. On a envie par moments de le pousser, de le gifler, de lui dire arrête. Mais il va au bout. Ah non, c'est trop. Je ne peux plus, je ne peux plus. Il y a un film qui aujourd'hui est un peu méconnu, oublié, parce qu'on date en fait l'explosion de De Funès à Pouic Pouic. Il y a un film qui s'appelle Carambolage, qui est un film tourné en noir et blanc par Marcel Bluval. Et pour la première fois, De Funès endosse les habits d'un patron. De Funès va imposer des carambolages toutes les composantes de son personnage. Et là, tout d'un coup, ce type s'est mis à avoir un costume et une représentation sociale, le gendarme, l'autorité. Et tout d'un coup, il y a eu une rencontre entre ce qu'il faisait déjà avant, c'est-à-dire d'être ce personnage, et un type social. La base de son comique, c'était un comique qui se moquait de l'homme. L'homme, quand il est petit, se rabaisse. Il devient... il flatte. Et dès qu'il est important, dès qu'il a la puissance, alors... Nous voyons ça tous les jours. Et il demandait toujours, il disait, moi je veux des rôles où je suis à la limite du raisonnable. Il faut que ça soit méchant. Il ridiculisait les personnages qu'il jouait. Il n'était jamais ridicule, mais il les ridiculisait. C'était des parodies de grands patrons, de ministres, de personnages racistes, antisémites, enfin tous ceux qu'il a joués dans nos films. Au moment où c'est pas encore une caricature, où il y a suffisamment d'intensité, de sincérité pour qu'on puisse croire, mais il y a tous les traits sous-jacents de la caricature dessous. Son personnage était quelquefois un homme qui se croyait très important, très intelligent, très cultivé. Mais Louis n'était pas dupe, il savait très bien que ce type était un mariole. On est content de sa manière de s'aplatir parce qu'on sait qu'en dessous, il y a forcément une revanche et que ce n'est pas que de la lâcheté, c'est aussi la tactique. Donc c'est plus intelligent que ça. 1964 est un grand cru pour la carrière de Louis de Funès. Après le refus de Darry Cole et de Francis Blanche d'incarner le fameux gendarme, Louis de Funès, alias Ludovic Cruchot, va connaître un immense succès populaire avec le gendarme de Saint-Tropez, à un tel point qu'il en tournera 5 autres. J'étais à Saint-Tropez quand un des producteurs était en train de discuter le matin au petit déjeuner avec des collègues et il disait alors on va tourner le gendarme de Saint-Tropez. Alors vous me mettez De Funès, et puis après je ne veux que des ringards, des nuls, hein, parce que je ne veux pas les payer. Alors, ma femme se retourne vers moi, on rigolait, on dit eh ben, le type qui va tourner ça, eh ben, c'était moi. Quand on tournait un film, c'était d'abord une fête. D'abord, ce n'était pas des films tristes, c'était donc une fête. On retrouvait des copains acteurs qui ne sont pas des tristes non plus. Généralement, pour les gendarmes, c'était 3 mois, des fois 4 à Saint-Trope, très confortablement installés et rémunérés. C'est la rencontre de De Funès avec cette espèce de gendarme un peu bête, ambitieux, qui ressemble à un dessin animé. Moi, je m'appelle Ludo. On voyait quand même un personnage assez prodigieux et un acteur très, très personnel qui apportait son monde, qui apportait son imaginaire, son invention délirante qui n'avait pas de limite. On allait voir De Funès
On n'allait pas voir Galabru X ou Y. On allait voir d'abord De Funès. Je t'aime. Oh non. D'abord, en premier, dans Le Gendarme, j'ai participé de loin, mais enfin activement, grâce à l'amabilité de Jean Giraud, à la mise en scène, au montage. On a fait tout ça en commun et on a fait un très bon film. Ça, c'est la première fois que je fais, où je peux dire que j'ai pris une responsabilité dans le film. Parce que normalement, un acteur tourne un film avec un metteur en scène. S'il est mauvais ou s'il est bon, il dit, moi, c'est pas moi, c'est le metteur en scène qui m'a dirigé. Mais ce cas-là, non. J'ai fait ce que j'ai voulu et je suis responsable aussi. Maintenant, je voudrais, dans tous mes films... Il m'a demandé de jouer le colonel des gendarmes. Le metteur en scène, je ne sais plus lequel c'était, ne voulait pas de moi. Et il me l'a dit, lui, c'est le metteur en scène qui me l'a dit, il m'a dit, Louis de Funès m'a dit, si ce n'est pas Jacques François qui joue le rôle du colonel, je ne fais pas le film. Il avait besoin d'être entouré de gens qui comprennent ce qu'il voulait. Il n'y avait pas tiré la couverture, il la donnait. Il la donnait, il trouvait des gags pour les autres. Alors, il avait son fameux truc qui nous faisait tout le temps. Attention, soyez pas trop bon parce que coupé, il l'a jamais fait. Mes hommages, chère madame. Du moment qu'il y avait les gendarmes et Louis de Funès, ça aurait pu être les gendarmes montent au ciel ou les gendarmes en enfer ou n'importe quoi. Du moment qu'il y avait Louis et les gendarmes, c'était le triomphe assuré. Il embraye tout de suite après sur un gros projet, pour le coup. Ce gros projet, c'est Fantomas. Le plus grand film d'André Hunebelle, avec Jean Marais, Louis de Funès, Mylène de Mongeau. 3 films avec beaucoup d'extérieur, avec beaucoup de moments, et comme on était très très copains, disons que pendant chaque fois qu'on était en extérieur, on passait notre vie ensemble, quoi. Ça fait beaucoup de temps. Et puis l'idée d'un inspecteur comme ça, colérique, qui apporte cet humour que voulait à tout prix insuffler Hunebelle dans cette adaptation d'un serial. Fantomas, ça a été un tremplin pour lui, parce que je crois que c'est à partir de ce moment-là où il est devenu réellement une star. Il est numéro 2, c'est pas lui la tête d'affiche dans le premier Fantomas, c'est Jean Marais, mais il va tirer la couverture à lui, il va tirer le film vers le burlesque, vers la comédie pure, enfin la comédie d'aventure. Cascadeur. On répétait tout. On répétait dans un coin et on arrivait devant Hunebelle et on lui disait voilà, André, c'est prêt. Tu n'as qu'à mettre la caméra. Mais alors, croyez-moi, là, ça va faire du bruit. Il avait cette théorie qui est la théorie de Frank Capra, qui est que le grand écran d'une salle de cinéma ralentit le rythme de la comédie. Et que si on veut avoir une comédie extrêmement efficace, il faut jouer un tout petit peu plus vite que la normale. Et Louis, c'était parfois nettement plus vite que la normale. Mais n'empêche que c'était vachement efficace. Il y avait 2 bandes. Il y avait la bande de Marais et des gens avec qui il était très très copain. Et puis il y avait la bande de Funès. Et ces 2 bandes ne se mélangeaient pas énormément parce que... Il faut bien dire qu'entre Marais et de Funès, ça ne collait pas des masses. Il était parfois un petit peu salopard quand même. C'est-à-dire que s'il trouvait que dans la prise, Marais était très bon et que lui, de Funès, il se trouvait moins bon, alors il faisait semblant d'attraper un énorme fou rire. Excusez-moi, il en recommence. Évidemment, Marais, il n'était pas dupe, hein, donc il n'était pas content. Viens dans mon rayon, je vais le faire sauter. Aujourd'hui, si les 3 Fantomas restent et sont devenus ces espèces de films cultes qui me ravissent. D'ailleurs, je suis ravie que ça devienne un film culte. Moi, les gens se souviennent même plus de ce que j'ai fait avant. J'ai fait 35 films avant, on m'en souvient. Ah oui, c'est vous qui jouez la fiancée de Jean Marais dans Fantomas. Comme si le succès du Gendarme et de Fantomas ne lui suffisait pas, Louis de Funès s'embarque dans la grande aventure du Cornio, qui s'annonce comme l'un des premiers grands films comiques à gros budget. C'est là, il m'a dit, dis donc, il faut que tu fasses du comique, toi. Il faut que tu fasses du comique, Je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que tu ris. Je lui dis, tout le monde rit. Il me dit, non, tu es le premier. Tu es le premier à rire. Et si je sens ça, ça me dope et je suis capable d'aller au-delà de mes possibilités. Alors évidemment,
J'ai eu des fous rires extraordinaires, en me retenant, sortant à quatre pattes sous la caméra, en gagnant le fond du décor, pour qu'on ne m'entende pas glousser. Le corneau a été inventé d'après un vrai fait divers, il y avait un journaliste français qui s'appelait Jacques Angelvin, qui était assez connu, qui s'était fait choper, je crois, me souvenir, à New York, avec une grande bagnole, en effet, qui était avec de la drogue à l'intérieur, et qui a fait beaucoup de prison. Ça a été un fait divers qui avait défrayé la chronique à l'époque. Et donc c'est ça qui lui avait donné l'idée de cette vraie comédie, c'est-à-dire que bon, il y a vraiment une atmosphère de vacances. C'était une des premières comédies, si ce n'est la première, avec des grands moyens, avec un magnifique chef opérateur qui était Henri Decaux, avec un musicien qui était Georges Delrue. Bourvil étant quand même le personnage grâce auquel le film se montait, il ne faut pas oublier ça, c'était lui la grande vedette, et de créer ce couple avec De Funès, qui était en effet une idée, en tout cas nouvelle. Je suis pas si con que j'en ai l'air, alors. Il y a pour moi la découverte d'un personnage prodigieux, d'une nature. C'était une explosion, une fusée, une explosion de rire de ma part devant ce qu'il faisait. C'était très étonnant. Et hop, il l'emballait. Alors là, moi, il m'épate, il m'épate, il m'épate. Deux comiques ensemble, ça peut être de l'huile sur le feu ou de l'eau sur le feu. Il ne faut pas qu'ils s'anéantissent l'un l'autre, mais qu'au contraire, ils se mettent en valeur. Alors bien sûr que c'est aussi un problème du metteur en scène, mais c'est aussi un problème de leur complicité. À l'époque, encore une fois, les rushs, c'était une sorte de petite cérémonie qui n'existe plus aujourd'hui. On allait dans la salle et les acteurs, en général, venaient au rush, ce qui est petit à petit, Dieu merci, disparu, parce que c'est toujours une source de problèmes et d'angoisse. Donc, ils se sont assis dans cette petite salle de projection à Rome et De Funès a vu 15 jours de travail sans lui. Alors, ça n'a pas été une déception, ça a été un désespoir. Tout à coup, il s'est dit, je n'existe pas dans ce film, mon rôle... Bon, il est rentré dans sa chambre d'hôtel avec Jeanne, et il a pris le scénario avec un marqueur, et il a commencé à marquer toutes ses répliques et toutes ces scènes. Il est allé voir mon père en disant, voilà, je n'ai pas un rôle équivalent à celui de Bourvil, c'est une catastrophe, etc. etc. Et d'ailleurs, Gérard Houry lui avait dit que son texte à lui, c'était sa gestuelle, c'était ses grimaces, c'était tout ça, et ça valait tous les textes du monde. Mon père s'est assis dans sa chambre et il a inventé, non pas la scène de la douche, mais la fameuse scène de Rossini où De Funès arrive et répare la voiture, encore une fois scène muette, avec une gestuelle absolument extraordinaire, la musique. Et c'est un moment très particulier, très original. Louis de Funès est devenu le roi du box-office, le comique préféré des Français. Gérard Houry réussit la prouesse de réunir 11 millions d'entrées avec le Cornio et a déjà en tête un nouveau projet avec ses deux acolytes. La fin du Cornio, tout le monde se dit il va y avoir une suite, puis ils sont dans la voiture, ils sont réconciliés, ils éclatent de rire, donc on se dit bon, ça va. Justement, c'était cette facilité qu'il n'avait pas envie, en tout cas à ce moment-là, de faire. Et donc voilà, donc il a cherché un sujet où, alors contrairement au Cornio, finalement un deuxième road movie, puisque encore une fois c'est un voyage, la Grande Vadrouille, et le titre l'indique bien, mais là où ils seraient ensemble. Alors, j'avais rendez-vous le lundi 15 novembre. Mais non. Si. Mais non. Si. Mais non, non.
Non, il y a une erreur. Mais moi, je suis né en 14. Hein ah oui. Et moi, vous osez me foutez De Funès est beaucoup plus dans une même dynamique. Par moment, un petit moment, tout petit moment d'émotion qu'il a d'ailleurs du mal, il n'a pas confiance en lui dans ces moments-là que mon père lui demande de jouer alors qu'il est formidable. Je me rappelle très bien d'un moment où il fallait qu'il remercie l'autre pour lui avoir sauvé la vie. J'avais du mal à le convaincre qu'il fallait qu'il le dise. Et quand je lui ai dit, mais tu vas très bien le dire, ce merci, ce mot merci, il l'a fait merveilleusement bien. Bah oui, mais bon. Et d'ailleurs, tu l'entends rythmiquement dans La Grande Vadrouille. Rythmiquement, c'est Louis de Funès, c'est papa. Et tu écoutes les répliques de Bourvil, sont beaucoup plus étirées par rapport à son personnage, évidemment. Mais tout ça se complète, quoi, en fait. 12 balles pour vous, 12 balles pour vous. En tout cas, hein, ils peuvent me tuer, je parlerai pas. Hein. Mais moi non plus. Ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas. Il y a des scènes où il joue les mecs, quand il se fait arrêter par les Allemands dans La Grande Vadrouille, il fait le chef d'orchestre et qui est comme ça. Mais là, il faisait rire, tu vois. C'est vrai qu'il joue un truc dramatique, il joue vraiment le mec qui a très peur, apeuré totalement par les Allemands et les nazis, et tu regardes et il te fait rire quand même, parce qu'avec sa perruque, il est là. Je suis fâché que je dois arrêter la musique. Vous avez entendu? C'est quelque chose, hein? Bon, alors écoutez, messieurs, c'est terminé. La répétition aura duré 12 minutes par la force des mitraillettes. Ça va être du joli ce soir. Oh, putain. Voilà, voilà deux, voilà trois, et voilà un petit fagot. Allez. Normalement, en bas du mur, ils devaient descendre, et puis on coupait, puis on reprenait la prise, etc. Et ils étaient tous les deux avec les chiens. Et puis, les chiens sont partis, donc ils se sont retrouvés obligés. Et là où mon père a été génial, c'est qu'il n'a pas dit couper. Il a laissé continuer la scène. Et du coup, ils ont adopté évidemment cette solution. Alors là, qu'ils ont retourné exprès comme ça, mais c'est un accident sur le tournage qui n'était pas du tout prévu. Et La Grande Vadrouille signe un succès gigantesque avec plus de 18 millions d'entrées en France. Il faudra attendre Titanic de James Cameron pour le détrôner. On ne peut plus arrêter le comédien. Les contrats pleuvent, ses cachets sont colossaux. Il fait ce qu'il veut. Après le 3e volet de Fantomas, c'est les grandes vacances. On retrouve Louis de Funès dans Oscar, l'adaptation de la pièce au cinéma, dans Le Petit Baigneur avec l'équipe des Branquignoles. Il s'offre même Jean Gabin dans Le Tatoué et tourne Hibernatus. Comment est morte votre femme? C'était horrible, c'était horrible. Elle était là, comme ça, elle mangeait. Et puis, c'est ce que c'est conflit, tout rouge. Paf! Il a éclaté. Épouvantable. Épouvantable. Il a éclaté. Il y en avait partout. Horrible. Ça n'a pas souffert. Du tout. On sait que sur Hibernatus, de Funès, qui s'entendait plutôt mal avec Édouard Molinaro, parce qu'Édouard Molinaro était un metteur en scène impassible, ne réagissant pas aux effets comiques de Funès était très malheureux. Comment me trouvez-vous? J'ai le souvenir de Funès se laissant aller dans Hibernatus, justement, à cette fameuse scène où il allait là, je peux plus dire quelle scène c'est, mais et ça c'était d'une grande fragilité, parce que ça pouvait, il pouvait facilement se casser la gueule. Dès lors qu'un film se monte sur son seul nom, le stress et le mauvais caractère de l'acteur prennent le dessus. Il veut tout contrôler, du choix des comédiens qui l'entourent aux indications de mise en scène. Louis de Funès est un grand angoissé, et son perfectionnisme le pousse à chaque fois à aller plus loin dans son jeu. Parce que, alors, comme trac, j'ai jamais vu ça. Lui, il l'avait tous les jours. Et quand un film durait 3 mois et demi... Son rire venait de choses très simples. Alors on trouvait ça trop simple pour que ça soit jugé intelligent. Mais c'est le plus simple qui est le plus dur à trouver. Il observait énormément les gens, et il avait un petit carnet sur lequel il notait tout. Et quand il avait besoin, il puisait dedans. Il n'en faisait pas trop dans le sens où il n'en faisait pas à côté. Il en faisait dans la direction. Et là, il n'y allait pas à l'économie, il en faisait un maximum. Mon père lui donnait le temps
de se chauffer. Et petit à petit, au cours des prises, c'est pour ça qu'il y avait de nombreuses prises, en effet, il se déclenchait quelque chose, un petit peu effectivement comme un avion qui dépasse cette vitesse insensée. Des choses absolument miraculeuses se passaient. C'était plus fort que lui de faire ce cirque, qui était un cirque très heureux et souvent extrêmement drôle. C'est aussi comme Jacqueline Maillan. C'est des acteurs qui avaient besoin d'une certaine élasticité de possibilités de jeu et de lui donner un territoire de jeu assez important. On lui a donné la possibilité, on lui a ouvert le stade, le cours, on lui a, voilà. Et je pense qu'il a été pendant des années et des années comme un cheval qu'on garde à l'écurie et qu'on laisse sortir de temps en temps pour faire un petit truc. Et que tout à coup, voilà, c'est le prix de l'Arc de Triomphe à chaque fois et il le gagne. On disait couper et lui revivait la scène qu'il venait de jouer. Il était en train de réfléchir s'il pouvait l'améliorer. S'il avait été au bout de chaque intention qu'il y avait. Moi, je l'ai vu faire, c'était à l'aéroport de New York, et il avait un texte anodin. Il n'avait pas un texte pour faire rire. Je ne vois pas comment il pouvait faire rire avec ce texte. Il m'agaçait un peu parce qu'il s'acharnait à vouloir faire rire avec ça. Et bien, il y est arrivé. Cette faculté formidable qu'il avait de faire que la bulle de ce qu'il pensait au moment où il était dans une situation était archi claire au public. Quand il faisait il sentait, quand on sentait qu'il allait piéger les gens, ce qu'il faisait d'une façon absolument fantastique. Il jouait les faux culs d'une façon formidable. Louis de Funès cherche à faire de nouvelles rencontres. Il veut surprendre son public et surtout les critiques. Il s'intéresse de près au travail de jeunes réalisateurs. Il avait adoré un film que j'avais fait avec Jean Lefebvre qui s'appelait Un idiot à Paris. Il m'a donné rendez-vous sur le plateau d'Hibernatus, au studio de Boulogne. Il y avait un énorme malaise. Personne ne se parlait, tout le monde se faisait la gueule. C'était absolument incroyable. Pour une comédie, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Édouard Molinaro m'a dit, écoute, Louis a très envie de faire un film avec toi. Méfie-toi, si j'étais toi, je ne le ferais pas, parce que c'est un type terrifiant. Il insulte les metteurs en scène, il fait ce qu'il veut, il ne se laisse pas diriger, et tu vas devenir fou quoi, avec ce type. Je suis allé dans la loge de Louis de Funès et il a été charmant. J'ai compté, danser, ne jamais s'amuser, toujours travailler, travailler, toujours compter, danser, ne jamais s'amuser, fini par nous lasser, nous ne voulons plus compter, plus danser, vive la liberté, la liberté. Le fait d'accepter l'homme orchestre, c'est qu'il avait envie d'une part de changer et peut-être, pour une fois, avoir de bonnes critiques. Il est emballé hein, par l'histoire et par le fait de devenir un chorégraphe, de danser, de chanter. Tu fais la, pense aux conséquences. Les poupons, les biberons, les perceaux, les landaux, les pipis et les bobos. Les bobos. L'homme orchestre, c'est le seul vrai film pop de Funès. Et de ce point de vue, c'est une curiosité. Et c'est un film où il improvise, c'est un film où il se lâche totalement. Pour lui, c'était un danger. Il se mettait en danger parce que on n'était plus dans ce qu'il faisait au niveau des gendarmes ou des autres films qu'il avait fait avant. Le public n'a pas compris tout de suite ce qu'il avait envie de faire, quelle était la direction de sa carrière à ce moment-là. Forcément, il m'a étonné par son travail, par sa précision, mais il y avait il y avait tout de même une grande part d'improvisation chez lui. Parce qu'il pouvait totalement dérailler sur une scène. C'est là où il avait son génie. Et il fallait faire très attention parce que souvent, ça déraillait beaucoup, il sortait beaucoup du personnage. Et il fallait, nous, réécrire un petit peu les scènes qui suivaient. Il y a une scène dans le film, dans L'homme orchestre, où les filles doivent aller se coucher.
Et il le raconte, il doit leur raconter une histoire. Mais ça, il ne m'avait pas prévenu. Il m'a dit, je vais vous faire quelque chose d'un peu spécial, vous me direz ce que vous en pensez. Là, je ne vous dis rien, et je vais le jouer. Et il a raconté l'histoire du loup et l'agneau, et c'était complètement hallucinant. Il a fallu se pincer pour ne pas éclater de rire. L'Homme Orchestre a été un immense succès. On a fait 33 millions d'entrées dans les pays de l'Est avec. Louis de Funès tourne Sur un arbre perché, un deuxième film avec Serge Corbert qui devait être au départ un film dramatique, écrit pour Yves Montand et Annie Girardot. Il y fera la rencontre de Géraldine Chaplin, la fille de son idole. Puis il retrouve Jean Giraud dans Jo, tourné entièrement en studio avec de longs plans séquences. Il s'en donne à cœur joie dans l'improvisation. 1971, Louis de Funès retrouve Gérard Houry pour un troisième film avec Bourvil dans La folie des grandeurs. Malheureusement, Bourvil meurt quelques jours avant le début du tournage. Voilà, ça a été véritablement d'abord un chagrin et ensuite une décision à prendre que je ne regrette pas. Alors il y a eu bien sûr un travail de réécriture, mais dans le sens surtout de cet aspect du personnage qui avait une forme de séduction, disons, différente. Maintenant, Blaze, flattez-moi. Monseigneur est le plus grand de tous les grands d'Espagne. Et je crois que le public a été un peu déstabilisé par le film, parce que le film a un autre ton. Bon, c'est un film d'époque, un film en costume, qui était quand même un scénario original de Victor Hugo, parce que curieusement, on a beaucoup suivi cette pièce, on a été assez fidèles à la pièce. J'ai pu réfléchir et penser à imaginer tout ce que pourrait devenir ce grand drame et ce qu'on pourrait en faire en termes de film de comédie. Monseigneur est un bel homme. Et comme ça, tu crois que je serais mieux, imbécile? Vous ne m'aviez pas dit que vous étiez gitane. Il est l'or, Monseigneur, il est 8 heures. Toute la force de Funès, c'est dans la rythmique, c'est là, puis d'un coup, il en manque une, tu vois, hop là. Et là, voilà, c'est un métronome le mec, tu vois, et là, boum. Je suis ministre, qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Bon, ben oui, je la maintiens. Qui a écrit une magnifique musique pour La folie des grandeurs, en effet, parce qu'il voulait, mon père voulait une musique de western. Il y a des moments qui ont été tout à fait extraordinaires de trouvailles. Par exemple, le moment où il perd la voix, où il a une petite voix qui sort de son gosier minuscule, il perd la voix. Bon, c'est une ligne dans le scénario qui perd sa voix. Mais il en fait une scène extraordinaire. Et là encore, leur complicité fait qu'il laisse tourner, qu'elle est plus longue que prévu et que c'est ça qui est drôle. D'ailleurs, dans La folie des grandeurs, il y a pas mal de cartoons un peu... Et puis au fil des ans, le film a pris une sorte de ferveur, notamment chez les enfants. Moi, j'ai vu ça chez mes petits-enfants. Quelque chose justement qui touche au burlesque, au costume, à ce ton quand même extrêmement libre par rapport à une œuvre classique, qui fait que je pense que ce qui avait un tout petit peu déstabilisé le public de l'époque a été ce qui a rendu le film plus intéressant au fil des ans. La folie des grandeurs fera tout de même plus de 5 millions d'entrées. Louis de Funès est baptisé par la presse le roi de Paris, le bienfaiteur de l'humanité. En 1972, Louis de Funès reprend le chemin des planches avec sa pièce fétiche Oscar. Un an plus tard, le comédien termine les dernières répétitions de la Valse des Toréadors, pièce de Jean Anouilh. Au même moment, en octobre 1973, il est à l'affiche du dernier film de Gérard Houry, Les aventures de Rabbi Jacob, pour lequel il s'est dépensé jusqu'à épuisement. Rabbi Jacob me fait mourir, c'est mon film favori. Rabbi Jacob, là, fantastique, Louis, ce goût de la musique et du rythme et du jazz. Il
il a eu des répétitions intenses avec Ilan Zawi, qui était le fondateur, enfin le créateur de cette chorégraphie. Bon, ben encore une fois, ça donne l'illusion d'être très facile, mais c'est un vrai boulot. J'étais dans le métro, puis j'ai commencé à regarder le scénario, puis je voyais marqué, je feuilletais les pages, comme ça je voyais Salomon, Salomon, Salomon. Salomon, quoi, il est encore là, Salomon je voyais Salomon partout, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce rôle mais c'est énorme. On parlait du racisme, de l'antisémitisme, on parlait des Juifs, on parlait des Arabes. Et on en parlait avec une grande liberté que nous n'aurions plus aujourd'hui. Moi aussi, je marie ma fille. Félicitations! C'est pas ma fille. La mariée, elle est noire. Elle est noire. Et moi, regardez comment je suis. La Gaumont, d'ailleurs, qui avait produit le film d'avant, qui était donc La Folie des Grandeurs, et celui d'avant, qui était Le Cerveau, n'ont pas voulu faire Rabbi Jacob. Monsieur ne m'avait pas dit que monsieur était juif. Parce qu'hier, je ne l'étais pas. Voilà. Faut pas oublier, c'est que c'est un film qui repose énormément sur le message qu'il indique. C'est un message de générosité, de paix. Concernant Louis de Funès, évidemment, on écrivait les films pour lui. Et ce qui était intéressant, c'est que les rôles qu'on écrivait pour lui, alors là, du coup, auraient été impensables pour quelqu'un d'autre, déjà. Donc ça donnait déjà au départ un ton où on imaginait ce qu'il ferait, mais évidemment, il le faisait en mieux. C'était un miracle, Salomon, un vrai miracle. On entend les voix des comédiens quand on écrit les dialogues. On les entend, on les connaît leurs voix, on connaît leur rythme de langage, on connaît leurs tics, on connaît tout ça. Donc on compte sur eux quand on écrit ces dialogues. Victor Pivert, comme l'oiseau. C'est pas pour rien qu'on l'a appelé Victor Pivert, comme un pivert. C'était Woody Woodpecker, le fameux... je ne sais pas si vous avez connu tout ce personnage des dessins animés, mais c'est vrai qu'il a absolument le rythme d'un personnage de dessin animé. Ouri lui faisait faire 15 prises des fois. Et moi, au début, je croyais que c'était de ma faute, qu'on faisait que c'était mal. Puis à chaque fois, non, il s'en prenait toujours à De Funès. Et je comprenais pas pourquoi il faisait ça. Pourtant, parce que De Funès était bien, la première, c'était génial. Hein. Je comprenais pas. Mais Ouri était un renard. Il savait très bien que c'était bien ce que faisait De Funès. Mais si lui, on faisait faire une dizaine de prises, au bout d'un moment, De Funès serait forcé de trouver autre chose. Et là, ça serait génial. Mon père le poussait, mais de temps en temps, c'est vrai que quand, par exemple, il disparaît dans la cuve de chewing-gum et il reparaît, ce qui était en effet imaginé dans le scénario, mais il le refait une deuxième fois sans qu'on lui demande. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs, c'est ce fameux incident qui a eu lieu pendant le tournage de Rabbi Jacob, où tout à coup il a dit « je ne veux pas faire des grimaces », alors que ce n'était pas des grimaces gratuites. Je ne fais pas de grimaces, mon Dieu. Là, si tout à coup il ne faisait plus de grimaces, il n'y avait plus de scène. Donc ce n'était pas du tout gratuit. Et c'est tombé là-dessus ce fameux jour où il a lu cette critique sur un autre film qui était sorti la semaine d'avant. Et ça l'avait ulcéré. Je ne fais pas de grimace, ça j'ai horreur qu'on dise. Dans le temps, j'en ai fait. Ah oui, dans le temps. Je n'étais qu'une grimace, mais maintenant, non. Disons que j'ai un visage mobile. Les aventures de Rabbi Jacob signent le 4e succès consécutif au box-office en tandem avec Gérard Houry. Louis de Funès aura désormais une confiance aveugle en son réalisateur. Qu'est-ce que Gérard Houry représente pour vous, maintenant? Ben, il m'a remis sur les vrais rails que je ne quitterai plus maintenant de ma carrière, c'est-à-dire essayer de faire des films de qualité. Un nouveau projet intitulé Le Crocodile va prochainement voir le jour. Malheureusement, l'acteur est victime d'un infarctus en 1975 et le projet avorte. L'histoire d'un dictateur dans un pays imaginaire d'Amérique du Sud, et qui était un homme, un dictateur de droite, qui, à la faveur de tout à coup d'un révolte dans son pays, il était marié avec une cantatrice avec laquelle il y avait des rapports extrêmement difficiles. On rendait un culte au char avec lequel il avait pris le pouvoir. Il était sur un piédestal. On l'appelait le crocodile, c'était son surnom, etc. Et donc, voilà. Et puis,
Et puis donc, Louis a eu son infarctus. Ben effectivement, ça n'a pas pu se faire. De Funès, star du box-office, devient du jour au lendemain infréquentable dans la profession. Une longue convalescence va être nécessaire au rétablissement du comédien, passé à 2 doigts de la mort. C'est un producteur fou et acharné, Christian Fechner, qui le fait revenir au cinéma avec L'aile ou la cuisse de Claude Zidi. À l'écran, c'est un autre De Funès qu'on découvre, amaigri et moins électrique dans son jeu. Je pense que le fait même qu'on dise, que les médecins disent, et c'était tout à fait justifié, qu'il fallait faire attention, rien que cette phrase déjà, ça ne va pas avec la dynamique de Louis de Funès. C'est dur hein, quand même hein, quand il pense. Tu te dis, putain, le mec il s'est battu toute sa vie pour avoir ce personnage, et puis tout d'un coup c'est son cœur qui lui fait défaut, parce que le physique, parce qu'il ne peut plus tenir, la rythmique, la dynamique de ce personnage. Mais ouais, ça a été adapté. C'est sûr qu'il y en avait un et avant, c'est-à-dire que tout d'un coup le jeu était beaucoup plus lent, et lui il a réadapté. J'ai nommé. J'aimerais passer ma commande, s'il vous plaît. J'ai nommé Louis de Funès. Ah, excuse me, but I have reserved one table for me. I am Mr. Young. De Funès à l'époque est content, enfin se dit content parce que ça le fait revivre. Il y a beau avoir une ambulance à la sortie du plateau et une crainte absolument terrible des producteurs. Est-ce que De Funès tiendra le coup? Est-ce qu'il va même survivre au tournage hein? On se pose cette question-là. De Funès va-t-il survivre à L'aile ou la cuisse? De Funès, lui, joue à fond le jeu, ne s'économise pas dans la mesure de ses moyens. Donc même là, même s'il sous-joue par rapport à son personnage survolté, son personnage à la Donald Duck, hein, enfin, De Funès, c'est Donald. Quand vous travaillez, j'ai dit, c'est très simple. Vous n'avez qu'à vous laisser faire, il vous fait des gags. Vous êtes drôle par lui-même. Vous préparez un café, le café vous explose à la gueule. Les gens rient. Son tandem avec Coluche, dans L'aile ou la cuisse, c'est une forme de passage de relais. Il transmet à la génération du café-théâtre le bâton de maréchal de la comédie. Vite, une échelle! Tenez bon, Marguerite, on arrive! Pas d'échelle! C'est quand il devait tourner avec Coluche, il le connaissait pas trop. C'était encore un peu cette espèce de mec de café-théâtre, tu vois, que la jeune génération aimait beaucoup. Est-ce qu'il se voyait jouer avec lui? Et puis tout d'un coup, son fils, d'ailleurs, parce que je crois que sa famille, en tout cas sa famille, était très importante pour ses choix. Et donc son fils lui a dit, c'est un mec formidable, vas-y quoi. Si je crois que ce tricatel, je vais me le payer! Malgré tout, L'aile ou la cuisse est un succès. De Funès ressuscité prend sa revanche sur ceux qui l'avaient enterré un peu vite. 1 an plus tard, le même Fechner saisit l'opportunité de réunir à l'écran De Funès et Annie Girardot. Ils en rêvaient, Zidi l'a fait. Bernadette. Guillaume, nous sommes mariés depuis 23 ans. Tu m'as eu jeune fille, tu m'as gardée femme. Je t'admire malgré ton génie, je t'aime. Mais maintenant, j'ai sommeil. Dodo. C'est complété, parce que je veux dire, c'était drôle cette histoire. Et comment il l'a fait d'une chance, je ne peux pas expliquer. Je veux dire, ça a été inné. Pour moi, ça a été une rencontre foudroyante avec un acteur. L'invention qu'il avait, je veux dire. Et puis en même temps, une espèce de tendresse qu'il y avait dans ce couple. Et c'est ça que j'ai aimé beaucoup. Alors, derrière la maison, il y a de la place. Mon potager. Le potager. 200 mètres carrés. Guillaume. Ma chérie. Jamais. On était vraiment la bonne femme et son bonhomme. Hein. Et on s'engueulait, mais c'était de gaieté de cœur. Puis après, on rigolait. Il mériterait que je divorce. On ne divorce pas. On ne divorce pas, j'ai d'ouvrir la case. Il est exactement ce que doit être un acteur. Il est là, il sait ce qu'il a, il donne, il donne, il donne, il donne. Il regarde et il s'étonne. Tu as détruit mes rêves. Tu as piétiné mon cœur. On a une photo d'ailleurs tous les deux, qui a étonné tout le monde, parce qu'évidemment c'était presque... c'était comme deux amoureux, ce qui n'était pas le cas, mais finalement, utopiquement, je veux dire, c'est une espèce de chose, et c'est vrai qu'on s'aimait vraiment. Mais c'est tout. Ça n'est resté que sur la photo. Ni dans le film, ni dans la vie, il y a eu quoi que ce soit de ça. Mais sur la photo, oui.
De Funès est l'une des dernières stars absolues du box-office. À une époque où Delon ne fait plus des succès systématiques sur son nom, à une époque où peut-être lui seul et éventuellement Belmondo cartonnent d'un film sur l'autre, quel que soit le film. On peut dire que De Funès, c'est la fin du star system, mais il y a des premiers signes d'effritement. La population en salle rajeunit, le cinéma américain revient en force à la fin des années 70, c'est un cinéma d'effets spéciaux, c'est l'entrée en force de Spielberg. Il faut quand même se rendre compte que Le Gendarme et les extraterrestres, c'est un peu une réponse à Rencontre du troisième type. Bon, on peut un peu rigoler, mais il y a un peu de ça aussi. Et d'une certaine façon, ça fonctionne aussi bien, sinon mieux. Même si la recette de Funès remplit les salles, les films du début des années 80 ne brillent pas par leur qualité et l'acteur a du mal à renouveler son comique. C'est-à-dire que c'est surtout au moment du gendarme et des gendarmettes qu'il n'était plus très bien. C'est que c'est surtout lui qui trouvait les gags. Et là, il était un peu en dehors, un peu ailleurs, trop fatigué, quoi. Louis de Funès est fatigué, le cœur n'y est plus et le cœur ne tient plus. Il lâche définitivement l'acteur le 27 janvier 1983, à l'âge de 68 ans. Alors on a beau dire cette phrase, personne n'est irremplaçable, si. Personne n'est irremplaçable. Si, il y en a qui ne sont pas remplacés. Il a vécu une vie extraordinaire grâce à son métier, je crois que c'est ça qu'il faut garder. Je suis sûr qu'il aurait pu jouer des rôles dramatiques. Mais il n'avait pas épuisé le comique de ce personnage qu'il avait créé. Moi, je suis très triste qu'il soit parti. Pas seulement professionnellement aussi, pour le cinéma, oui. Mais à chaque fois, au moins, c'est la fête, parce qu'à chaque fois qu'un film, moi j'ai des cassettes, j'ai tout, et à chaque fois, je pense que c'est pour tout le monde pareil. On a De Funès, on regarde. Peu importe ce que c'est, ça t'appelle la laine, la cuisse, on s'en fout. Mais il est là. Il est là et on en a besoin. Il est encore dans le cœur de tout le monde parce qu'on n'arrive pas à l'oublier. Il nous a marqués justement par cette manière de se voir. Il a une clarté de vue sur lui-même. Ce que je trouve extraordinaire, justement, c'est le retour de Funès. C'est-à-dire qu'en effet, ces films, que ce soit Les Gendarmes, Fantomas, les fameux films de mon père, dont je dis les fameux parce que c'est vrai que le public les adore et les aime de plus en plus, c'est un phénomène très rare. Louis de Funès, 30 ans après sa disparition, fait toujours rire. Son comique est intergénérationnel. Son génie du burlesque muet et son personnage de Français impulsif et râleur sont gravés à jamais dans nos mémoires. En atteignant une forme d'absolu dans son jeu, il a créé un comique que personne, ni avant, ni après lui, n'a égalé. Il a passé le mur du son. C'était un lutin, c'était un gnome. Il y avait quelque chose chez lui de toujours. On avait toujours envie. Il y avait un truc de gosse, voilà. Et en se baladant dans un oasis, je passais dans le village, tous les gosses. Funès. Moi, ils ne connaissaient pas ce bon nom. Funès. J'avais joué avec Funès. C'est un fin limier, hein. Tu sais, il ne faut pas le tromper. Il ne trompe pas parce qu'il est vrai. Moi, je suis vrai aussi, c'est tout, c'est la seule chose. Lui, il n'invente pas. Il ne fait pas des gags pour des gags. Non. Lui, c'est d'une telle vérité, c'est d'une telle logique. Et en même temps, il est fou. Moi, j'adore quand on est dans le canot et qu'il me regarde en criant « Chemin-Noir ! Chemin-Noir !» Parce qu'en fait, il avait très peur dans l'eau et puis il nageait pas très bien. Donc j'étais sur ce canot où on tombait tous les trois et j'étais prête à le secourir, à le ramener au rivage parce que je voulais pas qu'il meure. Ce gros plan de lui en train de mettre les mains sur la tête du petit garçon dans Rabbi Jacob, « Je te bénis, David », où il y a une émotion dans ses yeux bleus très, 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 très émouvante. C'est très émouvant et c'est très beau. Et voilà, et je garderai peut-être cette image-là.